Pourquoi il n'y a pas ou peu de gratte-ciel en Europe? Regardez aux États-Unis, ils ont de superbes villes avec plein de grands gratte-ciel. En Chine aussi, au Moyen-Orient, c'est pareil. Toutes les villes se mettent à faire des gratte-ciel partout, mais pourquoi pas en Europe? Eh bien, plutôt que de répondre à cette question, il faut se poser la question inverse. Pourquoi on construit des gratte-ciel aux États-Unis ou ailleurs? Car construire des gratte-ciel est totalement irrationnel. Prenons un exemple. Imaginons une ville où il est nécessaire de construire des bureaux pour loger des entreprises. On pourrait par exemple construire 10 immeubles de 4 étages chacun. Les immeubles ne seraient pas très grands, certes, mais ils ne prendraient pas beaucoup de place, puisqu'ils prendraient 10 parcelles. Une pour chaque immeuble. Mais on pourrait faire aussi d'une autre façon. Construire un seul immeuble de 40 étages et laisser toutes les autres parcelles vides pour y construire des parkings. On utiliserait autant de place, mais on aurait un gros gratte-ciel au milieu. Cette technique est évidemment beaucoup moins rentable. Plus un immeuble est haut et plus il coûte cher à construire et à entretenir. Le prix devient exponentiel avec la hauteur. Et pourtant, c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Ils ont des centres-villes vides, entourés de maisons individuelles, et ils se permettent de construire des gratte-ciel, alors qu'ils ont de la place. Ils ont tellement de place qu'ils peuvent même se permettre des parkings, des centres de congrès, ou même laisser des zones totalement vides, et ce, dans le noyau de la ville. Et là je vous montre la ville de Houston. L'agglomération compte 6 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, et il y a des zones en plein centre-ville qui n'ont même pas été construites. C'est totalement absurde. Alors pourquoi construire de gros gratte-ciel juste à côté si le manque d'espace n'est pas un problème? Eh bien je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. La raison est irrationnelle. On fait donc des gratte-ciel juste pour le prestige. Car plus une ville a de gratte-ciel, et plus elle est impressionnante et semble puissante. Quand on voit une ville comme Dubaï, avec tous ses gratte-ciel, c'est une image de puissance et de richesse qu'on cherche à démontrer. Ils ne sont pas construits pour un côté pratique, il faut donner une image au monde entier. Regardez comme nous sommes riches et puissants. Nous n'avons pas de démocratie, mais nous avons plein de gratte-ciel. Cette image du prestige d'avoir la tour la plus haute n'est pas nouvelle. Déjà dans la Genèse, il y a l'épisode de la tour de Babel, la fameuse tour construite pour tenter d'atteindre Dieu. Même à Bologne, au XIIIe siècle, on construit des tours toujours plus hautes pour démontrer sa richesse. Cette mode était présente aussi en Toscane, la petite ville de San Gimignano en est un vestige avec sa dizaine de tours médiévales. Il y en avait plus de 70 à l'époque. Et pourquoi on construisait autant de tours à San Gimignano? Pour le prestige, c'est tout. Chaque riche propriétaire voulait prouver qu'il était plus puissant que son voisin. Et c'est tout de même un symbole de progrès et de réussite. Après tout, la Toscane n'est-elle pas la première région d'Europe à avoir quitté le Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance? Quand la construction de gratte-ciel s'est développée au début du XXe siècle aux États-Unis, les villes européennes avaient déjà de gros centres-villes bien établis. Il n'était pas nécessaire d'aller construire de grandes tours. Là où aux États-Unis, c'est devenu naturellement une mode, plus prestigieuse qu'utile, mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire un tour historique du gratte-ciel, mais d'aller voir quelques quartiers gratte-cieleux en Europe et comment ils se sont opérés dans un paysage urbain déjà dense. Il me sera impossible d'admirer tous les gratte-ciel du sous-continent européen, je vais essayer de me concentrer sur l'Union européenne, mais avant cela, je vais jeter un petit œil sur les pays hors Union européenne ou espace Schengen. Hors Union européenne ou Schengen. En dehors de la zone Schengen ou Union européenne, on trouve 3 pays intéressants, la Russie, le Royaume-Uni et la Turquie. Moscou a construit plusieurs gratte-ciel emblématiques dans les années 1950. On les surnomme les 7 sœurs de Moscou. Ici, les gratte-ciel ont vraiment été construits dans un objectif de démontrer le savoir-faire. Dans les années 1950, les gratte-ciel en Europe sont pratiquement inexistants. Les seuls gratte-ciel dans le monde sont aux États-Unis, à part quelques exceptions. Les 7 sœurs de Moscou sont là pour prouver que même l'URSS peut faire des constructions verticales. La tour de l'université de Moscou, qui mesure 240 mètres, a été construite en 1953. C'est la plus vieille et la plus haute des 7 tours. Elle a été pendant longtemps le plus haut gratte-ciel d'Europe. Après la guerre froide, Moscou a décidé de construire un quartier extérieur, le centre de commerce international de Moscou. À Moscou, on y trouve 4 des 5 plus hauts gratte-ciel d'Europe. Il y a un véritable objectif de prestige derrière ce genre de quartier, et notamment de faire comprendre que Moscou est une métropole mondiale au même titre que Londres ou Paris. Le plus haut gratte-ciel européen est situé à Saint-Pétersbourg, le Laktat Centre. 462 mètres, d'autres projets pharaoniques existent dans cette ville, dont une tour de plus de 700 mètres. Là encore, on est dans une optique de propagande et de démonstration de puissance. N'oublions pas que la Russie est un État autoritaire et pétrolier, et cette démonstration de force doit plutôt être comparée à celle des monarchies du Golfe. À Istanbul, on trouve de nombreux gratte-ciel, peut-être la ville d'Europe qui en compte le plus, mais beaucoup sont situés du côté asiatique. Mais la Turquie est aussi un pays en dérive autoritaire, qui connaît une des plus fortes corruptions en Europe.
Il existe toute une ruée vers l'or dans l'immobilier et cette gratte-cielisation traduit un certain malaise. Enfin, au Royaume-Uni, on trouve Londres, qui avait à l'origine développé le quartier de Canary Wharf. Ce quartier gratte-cieleux s'est surtout développé dans les années 90. Mais depuis les années 2010, même le centre de Londres a commencé à accueillir de grandes tours. Cela vient d'un changement de directive au début des années 2000, avec l'arrivée du maire Ken Livingstone, qui a mis une politique très permissive sur la construction en centre-ville. À l'origine, dans un objectif de placer Londres en concurrence directe avec les grandes métropoles mondiales, on parle aussi de politique locale, à la fois globale et à la fois locale. Les détracteurs ont parlé de Shanghai sur Tamise. Les gratte-ciels sont apparus dans de nombreuses villes anglaises comme Birmingham, Manchester, Liverpool ou Leeds. Europe du Nord. L'Europe du Nord concerne la Scandinavie, la Finlande, les pays baltes. La Suède est un pays particulièrement intéressant. Le pays a inventé le concept d'éco-quartier, des quartiers nouveaux avec des bâtiments modernes en matériaux durables, le tout avec beaucoup de végétation. Les écoquartiers sont la nouvelle mode en Europe. Ils permettent d'allier la densité des villes européennes sans s'éloigner des espaces naturels. Le Södra Hammarbyhamn est un très bon exemple. C'est une ancienne zone industrielle, juste à côté du centre-ville historique de Stockholm. Ce dernier a été rasé pour qu'on y construise un quartier d'affaires et d'habitation. Il y a une mixité de grands bâtiments, avec bureaux et même une petite tour. C'est pas un gratte-ciel très haut, mais la ville n'a pas besoin de plus que ça. En Suède, le plus haut gratte-ciel se trouve à Malmö, avec ce bel immeuble d'habitation qui a fait beaucoup parler de lui pour sa forme. C'est une grande publicité pour la ville de Malmö. Le problème, c'est qu'il n'est pas rentable. Depuis, le prix de vente des logements ne fait que baisser. À Oslo, on trouve aussi un quartier de bureaux près de la gare. C'est pas de grands gratte-ciel, mais ils font tout de même une quinzaine d'étages, voire une vingtaine pour certains. Des quartiers du genre se construisent aussi à Helsinki et à Copenhague, et sûrement dans plein d'autres endroits de ces pays. Du côté des pays baltes, on trouve un petit centre d'affaires à Vilnius. Dans ces pays scandinaves et en Finlande, ces nouveaux écoquartiers font partie de la nouvelle stratégie pour rénover certaines anciennes zones industrielles, en mélangeant à la fois les immeubles du bureau et ceux d'habitation. Par contre, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas forcément de très grands gratte-ciel. Ce n'est pas nécessaire, le but de ces quartiers est de sembler moderne. La verticalité n'est pas l'unique solution. C'est plutôt le mélange ville-nature qui entre en jeu. Ces quartiers n'ont pas besoin de démontrer que ces villes sont puissantes économiquement, mais plutôt qu'elles ont une très bonne qualité de vie. À Vilnius, le quartier est très différent. Il est plus ancien, ce dernier date du début des années 2000. Il a été créé pour faire un centre moderne de Vilnius, porté sur l'avenir économique du pays. Ce dernier a intégré l'Union européenne en 2004. On y trouve donc deux quartiers, le centre ancien qui date d'avant l'époque soviétique, et le centre nouveau qui marque la nouvelle époque après l'URSS. Et on va voir maintenant les autres pays anciennement communistes. Europe de l'Est. L'Europe de l'Est a plusieurs définitions. Ici, je parlerai de tous les pays de l'Union européenne qui ont fait partie par le passé du pacte de Varsovie, hors URSS, et les anciens pays de l'ex-Yougoslavie. Dans ces pays, le communisme a laissé une trace, parfois très douloureuse. L'architecture communiste était souvent résumée à construire de grands immeubles d'habitation, comme ici à Rijeka, où vous voyez beaucoup de grandes tours d'habitation datant des années 70. Depuis les années 2000, beaucoup d'anciennes villes communistes cherchent à se créer une nouvelle image avec des quartiers d'affaires. Certaines villes n'ont pas encore de véritable quartier vertical, mais il y a plusieurs tours qui sont éparpillées dans la ville. C'est le cas de Bratislava, avec par exemple une première grosse tour de la télévision construite en 1974 en banlieue, puis plus récemment la tour de la banque construite proche du centre en 2002. Il y a plusieurs petits gratte-ciel dans la ville, mais dans les années 2020, un nouveau complexe semble voir le jour. On ne le voit pas encore dans les images satellites, trop anciennes, mais plusieurs nouveaux gratte-ciel sont en pleine construction dans cette zone. À Prague, il y a aussi un petit centre. À Zagreb, on trouve la plus haute tour du pays, à côté de la gare centrale. Cependant, on trouve d'autres gratte-ciel passés de manière éparpillée. On ne cherche pas à créer un unique bloc gratte-cieleux. Plus récemment, à Budapest, il y a la zone du MOL, campus. Là, il n'y a rien sur les images, mais une tour va être construite, et de nombreux petits immeubles de bureaux ont déjà vu le jour. On en trouve d'autres du même style, ici un quartier tout neuf à Bucarest, ou encore ici à Sofia avec une tour assez isolée. Mais Varsovie reste tout de même le meilleur exemple de ville anciennement communiste, devenue gratte-cieleuse. À Varsovie, on y trouve un centre-ville historique qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale pour être reconstruit pendant l'époque communiste. Ensuite, une sorte de nouveau centre s'est créé plus loin avec le Palais de la Culture. Ces tours ont été financées par l'URSS et s'inspirent des 7 sœurs de Moscou. C'était le deuxième plus haut gratte-ciel d'Europe pendant de nombreuses années. Symbole du stalinisme répressif, dont la Pologne a beaucoup souffert, aujourd'hui le pays a réussi à s'approprier ce bâtiment. D'autres gratte-ciels ont été construits à partir des années 1990 pour faire du Palais de la Culture qu'un simple gratte-ciel parmi d'autres, même s'il est le plus reconnaissable. Varsovie se présente comme une ville qui veut vraiment tourner vers une nouvelle ère.
bien éloignée de celle communiste et qui ambitionne d'être une capitale européenne à gratte-ciel. La tour Warsaw, inaugurée en 2022, mais qu'on ne voit pas sur les images de Google Maps, est aujourd'hui le plus haut gratte-ciel de Varsovie, mais c'est aussi le plus haut de toute l'Union européenne. Péninsule ibérique. Madrid est la capitale économique de l'Espagne et une des plus grandes métropoles de l'Union européenne. On y trouve deux grands quartiers d'affaires. Le premier est celui créé autour de la tour Picasso, le quartier Asca. Ce quartier s'est développé dès la fin des années 70. Ensuite, il y a un second quartier plus récent, où 4 tours de plus de 200 mètres ont été construites entre 2007 et 2009. Elles sont vraiment gigantesques par rapport à tout le reste. À Barcelone, on trouve quelques quartiers verticaux, mais ce n'est rien comparé à Madrid. L'originalité de l'Espagne, c'est qu'on y trouve Benidorm, une station balnéaire avec de nombreux grands immeubles avec vue sur mer. Elle compte presque autant de gratte-ciel que Madrid, mais sa population y est très petite par rapport à la métropole espagnole. Cet ancien village de pêcheurs est devenu au fil des années la plus grande station balnéaire d'Espagne. L'espace littoral étant limité, il a fallu commencer à construire dans les terrains d'arrière et faire des tours toujours plus hautes pour que même les gens d'arrière aient accès à la mer. C'est comme sur les photos de classe, les petits devant, les grands derrière. À certains endroits, il y a même du relief qui a été créé pour que les immeubles soient plus hauts. France. La France est sûrement le premier pays à avoir désiré construire un véritable quartier d'affaires à gratte-ciel. La Défense est actuellement un des plus grands d'Europe. Les premières tours ont vu le jour à la fin des années 60 et le quartier était déjà gratte-cieleux dans les années 70, sûrement le seul en Europe à l'époque. Aujourd'hui, c'est plusieurs tours qui longent une grande esplanade. Au bout, on y trouve l'Arche de la Défense, qui fait référence à l'Arc de Triomphe, construit en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Il se situe dans sa continuité. La France est un pays très centralisé, mais il y a eu des tentatives de faire des gratte-ciel ailleurs, comme à Marseille et surtout à Lyon. Lyon qui tente de s'affirmer comme une métropole européenne. Construire plusieurs gratte-ciel à proximité de sa principale gare semble être une étape obligatoire pour se faire un nom à l'échelle internationale. Un Nantes à gratte-ciel a été construit en 1974, un des premiers dans une si petite ville. Le grand nombre de bureaux proposés par le bâtiment n'a pas pu être loué par des entreprises. Il est là le problème du gratte-ciel. Il peut faire moderne, mais n'est pas du tout rentable. Sa construction est tellement élevée que ses loyers le sont d'autant plus. Pire, l'entretien est encore plus élevé. À Monaco, on trouve aussi des gratte-ciel. Ce n'est pas vraiment en France, bien sûr. Monaco est un État indépendant, entièrement urbanisé, limité dans son espace. Les gratte-ciel sont une nécessité. C'est au sommet de la tour Odéon, construite en 2015, qu'on y trouve, il semblerait, l'appartement le plus cher du monde. Il est toujours en vente pour le prix de 300 millions d'euros, si ça vous intéresse. Le promoteur immobilier n'arrive pas à le vendre. Italie. La grande ville gratte-cieleuse d'Italie est Milan, la capitale économique. A l'origine, on y trouve la tour Pirelli, non loin de la gare, le plus grand gratte-ciel vert d'Europe à sa construction en 1960. Cet immeuble symbolise bien le miracle économique italien. Mais depuis les années 2010, d'autres gratte-ciel ont vu le jour pour former à Milan une sorte de quartier vertical. Ce quartier a surtout vu le jour à l'occasion de l'exposition universelle en 2015. Comme pour Varsovie, il y a une volonté de faire de la ville une métropole de renommée internationale, dont l'image passe par la verticalité de ses bureaux. Ailleurs en Italie, il y a peu de gratte-ciel. Rome, la capitale politique, n'a pratiquement rien. Elle ne joue pas à ce jeu. Mais à Naples, il y a un centre directionnel qui a vu le jour dans les années 90. Non loin de Milan, on trouve la ville de Brescia, la deuxième métropole de Lombardie. Cette petite sœur de Milan a aussi son petit quartier d'affaires à gratte-ciel. À Bologne, il y a un complexe, construit dans les années 1980, avec plusieurs tours. Ce complexe devait être un hommage au passé médiéval de cette ville, qui avait construit des tours au XIIIe siècle, comme dit en début de vidéo. Benelux. Les 3 pays du Benelux ont beaucoup à nous offrir en termes de gratte-ciel. Déjà, rien qu'à Luxembourg, on trouve un quartier construit pour le palais de la Cour de justice européenne. Ensuite, si on va plus au nord, on arrive à Bruxelles. La tour du Midi fut la plus grande tour de l'Union européenne à sa construction en 67, dépassant la tour Pirelli de Milan. La tour du Midi est juste à côté de la gare du Sud et a été construite dans une volonté de moderniser la ville de Bruxelles. Cette tour est le symbole de ce qu'on appellera plus tard la bruxellisation, soit la volonté de détruire des quartiers pour y construire de grandes structures qui peuvent sembler modernes mais qui le sont peu, et construire des gratte-ciel si proches d'un centre-ville européen en fait partie. La bruxellisation a concerné aussi le nord de Bruxelles avec la destruction de quartiers populaires pour y mettre un nouveau centre d'affaires, et ce qui fait de Bruxelles une des villes les plus importantes dans le domaine. Aux Pays-Bas, la mentalité est différente. Les gratte-ciel sont arrivés plus récemment, à partir des années 90 à Rotterdam. Cette ville a été choisie pour devenir la capitale des gratte-ciel dans ce pays. Le but était aussi de restructurer d'anciens quartiers portuaires ou industriels. On trouve aussi de grands écoquartiers. À Amsterdam, c'est plus discret, mais il y en a aussi.
Toujours avec le même style, ce sont des immeubles de grande hauteur au sein d'écoquartiers qui mélangent habitation et bureaux. On est dans la même logique que les villes de Scandinavie. Ces quartiers sont un peu plus verticaux et à proximité des gares. Ce qui est drôle, c'est que ça concerne même des villes plus secondaires. On trouve des quartiers à La Haye, Utrecht, Tilbourg, Eindhoven, même Anvers, je retourne en Belgique, s'est fait un petit quartier vertical à proximité de son port. Europe germanique. Je termine ce tour d'Europe avec l'Europe germanique. Allemagne, Suisse et Autriche. En Suisse, c'est Bâle, la ville au gratte-ciel, bien que ce soit Zurich, la capitale économique. Chaque ville a sa fonction. En Autriche, on trouve des gratte-ciels à Vienne, bien sûr. Il y a même plusieurs quartiers, un au sud, un autour de la gare, un pas très loin de l'autoroute, puis le plus imposant, qui se situe de l'autre côté du fleuve, c'est le quartier de Donau, qui a été lancé à la fin des années 90. Mais la puissance économique d'Europe, c'est l'Allemagne. Mais ce n'est pas vraiment un pays à gratte-ciel. Dans sa capitale politique, Berlin, on trouve quelques tours dispersées dans la ville, mais sans que l'on trouve un véritable quartier vertical. Le plus haut gratte-ciel de la ville est l'hôtel Stadt Berlin, construit en 1970 sur Alexanderplatz. Ce gratte-ciel de verre, construit à l'époque de l'Allemagne de l'Est, avait pour objectif d'être une vitrine directe à démontrer à Berlin-Ouest. On y trouvait aussi, juste à côté, la tour de télévision de la télévision est-allemande, construite en 1969, qui est encore aujourd'hui la plus haute structure d'Allemagne. Évidemment, l'Allemagne de l'Ouest construisait ailleurs ses gratte-ciels. C'est la ville de Francfort, plutôt centrale, qui a été choisie pour devenir la capitale économique de la fédération. On y trouve donc les plus hauts gratte-ciels du pays. On y trouve notamment le Messeturm, construit en 90, et qui est devenu le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne. La ville commence à construire quelques gratte-ciels dès les années 70. Francfort est sûrement la seule ville d'Europe où le quartier des gratte-ciels est devenu le véritable centre-ville. Depuis 1997, la Commerzbank est la tour la plus haute de la ville. Mais il y a encore d'autres projets à Francfort. La ville veut devenir une véritable capitale européenne des gratte-ciels, et par la même occasion sa capitale économique. Elle accueille déjà le siège de la Banque Centrale Européenne et la Bourse d'Allemagne. La construction d'un nouveau gratte-ciel pour la Banque Européenne en 2015 avait suscité de vives critiques. On construit beaucoup de gratte-ciels en Europe, mais c'est celui-là en particulier qui a créé un malaise en période de crise économique et d'euroscepticisme. On ne le voit pas dans les images, qui sont trop anciennes, mais à cet endroit sont prévus encore 4 autres gratte-ciels dans un complexe appelé Four Frankfurt. Conclusion. Les villes européennes ont beaucoup de gratte-ciels, mais ces derniers sont construits à plus petite échelle que dans les villes asiatiques. Ils sont plus excentrés que dans les villes nord-américaines. Ils ont surtout pour objectif de revaloriser d'anciens quartiers en abandon. Il existe aujourd'hui une véritable concurrence pour savoir quelle sera la ville la plus gratte-cieleuse de l'Union européenne, qui gagnera entre Paris, Madrid, Milan, Varsovie, Bruxelles, Rotterdam et Francfort. Le problème, c'est que si toutes les villes se mettent à faire des gratte-ciels, la notion de gratte-ciel risque de perdre en prestige. Mais les villes européennes ont, pour le moment, réussi à le faire en créant une vie autour des quartiers verticaux. Il suffit de voir les nombreux écoquartiers, souvent à proximité d'une gare, tout en mélangeant quartiers d'habitation et zones vertes. Et ce, sans entraver le paysage urbain historique. Et finalement, cette nécessité de la part des villes européennes à devoir se surpasser rend les gratte-ciels des États-Unis bien dépassés. D'un autre côté, les critiques envers les gratte-ciels restent nombreuses. Un des grands arguments est que le gratte-ciel peut créer une dissonance avec le paysage urbain historique. Voilà pourquoi les tours européennes tentent de se faire à la fois discrètes et originales pour passer pour des monuments à leur tour. Et comme toujours, le gratte-ciel reste un symbole capitaliste et d'inégalité. On les construit souvent en période de crise, car on les projette dans les périodes fastes qui précèdent les crises, et comme on peut voir tous les projets récents qui ont été entamés à la fin des années 2010, cette période de crise post-Covid et de crise ukrainienne vont s'accompagner d'une nouvelle série d'immeubles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je parlerai des gratte-ciels dans d'autres cadres plus précis, en Europe ou ailleurs. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci beaucoup.